Un petit garçon âgé de seulement 6 mois, prénommé Mason Castellano, fils unique de Damian Castellano, le plus puissant parrain de la mafia de la côte est des États-Unis, dont l'empire valait plus de 500 millions de dollars et dont le nom incitait même le FBI à faire preuve de prudence, dépérissait de manière incontrôlable malgré les meilleurs soins médicaux que l'argent illimité et le pouvoir absolu pouvaient offrir à New York. Son père, un homme qui n'avait jamais supplié personne de quoi que ce soit au cours de ses 36 années d'existence, avait désespérément emmené l'enfant chez plus de 15 spécialistes différents, des gastro-entérologues de Johns Hopkins aux endocrinologues de la clinique Mayo, des nutritionnistes de la clinique Cleveland aux immunologistes des cabinets privés les plus exclusifs de Manhattan, dépensant plus de 2 millions de dollars en consultations médicales. Pourtant, aucun d'entre eux n'a pu expliquer pourquoi ce bébé, qui mangeait normalement et ne présentait aucun symptôme de maladie, continuait à perdre du poids jour après jour jusqu'à ce que ses petites côtes commencent à ressortir et que son visage autrefois potelé et angélique devienne émacié et d'une pâleur mortelle. Mais lorsque le docteur Amelia Harper, une pédiatre de 27 ans qui travaillait au Brooklyn General Hospital dans l'un des quartiers les plus pauvres de la ville, une femme croulant sous une dette étudiante de 250 000 dollars, qui dormait parfois dans la salle de garde parce que son studio était trop petit et moisi, a été engagée presque par hasard après que la nounou du bébé se soit souvenue comment cette jeune médecin épuisée avait autrefois sauvé la vie de son propre fils. Elle a vu quelque chose que tous ces médecins coûteux des cliniques privées d'élite avaient complètement négligé. Quelque chose qui n'avait rien à voir avec la technologie médicale de pointe ou les procédures de diagnostic complexes, mais plutôt avec l'observation humaine de base et la volonté de regarder au-delà de ce qui semblait évident. Ce que le docteur Amelia découvrit à l'intérieur de cette forteresse qu'était le manoir, gardé par des hommes armés et entouré d'une richesse inimaginable, la horrifia tellement qu'elle pouvait à peine croire ce que ses propres yeux voyaient. Et ce qu'elle fit ensuite sauva non seulement la vie de Mason, mais révéla également une vérité dévastatrice sur cette puissante famille criminelle qui allait ébranler ses fondations mêmes. Prouver que ni l'argent, ni le pouvoir, ni la peur ne peuvent acheter le véritable amour ou protéger les innocences du mal qui résident parfois au sein même de leur propre foyer. Et révéler que parfois, les anges gardiens n'ont pas d'ailes ni d'auréoles, mais un stéthoscope usé, des cernes sous les yeux et un courage inébranlable pour voir ce que les autres refusent de voir. Dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez et commençons cette histoire. Si des histoires comme celle-ci vous touchent, cliquez sur « J'aime ». Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et abonnez-vous pour ne rien manquer de la suite. Car ce qui s'est passé entre le roi de la mafia et la docteure de l'hôpital prouvera que même les âmes les plus sombres peuvent trouver la rédemption grâce à l'amour. Le docteur Amelia Harper était en pleine 3e nuit de garde consécutive au Brooklyn General Hospital lorsque le premier appel est arrivé. L'appel qui allait tout changer. C'était un mardi soir et le service des urgences pédiatriques était bondé, comme d'habitude. Des mères serraient leurs enfants dans leurs bras et pleuraient sans pouvoir se contrôler. Des enfants brûlaient de fièvre. Les moniteurs bipaient sans arrêt. L'odeur de l'antiseptique se mêlait à celle de la sueur. Et des dizaines de familles attendaient dans le couloir étroit, anxieuses. Amelia venait de terminer l'examen d'une fillette de 3 ans atteinte d'une pneumonie lorsque le téléphone dans la poche de son manteau vibra. Elle jeta un coup d'œil à l'écran et son cœur se serra lorsqu'elle vit le numéro de Moundsea où sa petite sœur était soignée. Elle demanda la permission de sortir dans le couloir. Sa main tremblante appuya sur le bouton pour répondre. La voix à l'autre bout du fil était celle du médecin traitant de Lily, et ce qu'il lui dit fit vaciller Amelia. L'état de Lily se détériorait rapidement. Son cancer du sang avait atteint le stade 4. La greffe de moelle osseuse devait être effectuée dans les 2 semaines, sinon il serait trop tard. Le coût s'élevait à 150 000 $ et l'hôpital exigeait un acompte d'au moins 50% avant de pouvoir procéder. Amelia s'adossa contre le mur écaillé du couloir, ferma les yeux et tenta de retenir les larmes qui lui montaient à la gorge. Lily n'était pas sa sœur biologique, mais elles s'étaient rencontrées à l'orphelinat quand Amelia avait 10 ans et Lily seulement 5 ans. C'était une petite fille maigre, aux grands yeux effrayés, qui venait d'être renvoyée par sa 2e famille adoptive parce qu'il voulait un enfant en meilleure santé. Amelia avait promis de protéger Lily,
Elle avait travaillé comme une folle pendant 17 ans pour payer ses études. Et maintenant, alors que Lily avait le plus besoin d'elle, elle n'avait rien d'autre que 250 000 de dette et un compte bancaire avec moins de 800 dollars. Elle ouvrit son téléphone, fixa le solde de son application bancaire, puis fixa la facture de loyer du studio humide qu'elle n'avait toujours pas pu payer depuis 2 mois, et elle se demanda si le destin la mettait à l'épreuve ou la punissait pour un péché qu'elle ne savait même pas l'avoir commis. Son téléphone vibra à nouveau, cette fois-ci provenant d'un numéro inconnu. Amelia faillit ne pas répondre, mais quelque chose la poussa à appuyer sur le bouton. À l'autre bout du fil, c'était une jeune femme, tremblante et inquiète. Dr. Harper, je m'appelle Maria Santos. Vous ne vous souvenez peut-être pas de moi, mais il y a 2 ans, vous avez sauvé mon fils. Il avait une pneumonie grave et les autres médecins insistaient pour dire que ce n'était qu'un rhume banal. Vous avez été la seule à exiger une radiographie et à détecter la maladie à temps. Amelia essaya de se souvenir. Il y avait trop de patients, trop de visages. Mais le nom de Maria Santos lui semblait familier. « Je me souviens, » dit Amelia. « Comment puis-je vous aider, Maria? »« Docteur, je travaille comme nounou pour une famille à Manhattan. Ils ont un bébé de 6 mois qui est très malade. Ils l'ont emmené chez plus de 15 médecins différents, les meilleurs médecins d'Amérique, mais personne ne parvient à comprendre ce qui ne va pas. Le bébé maigrit de jour en jour et j'ai peur qu'il ne s'en sorte pas. » Amelia fronça les sourcils. S'ils ont déjà consulté les meilleurs médecins, pourquoi m'appeler? Je ne suis qu'un médecin dans un hôpital public. Je n'ai pas de clinique privée. Je ne dispose pas d'équipement moderne. Maria resta silencieuse pendant un moment. Puis elle dit, « Parce que vous êtes différente, docteur, vous examinez vraiment les patients. Vous vous souciez vraiment d'eux. Et j'ai l'impression que quelque chose ne va pas dans cette maison. Mais je ne suis pas médecin, donc je ne sais pas comment le prouver. Je sais seulement que le bébé a besoin d'une aide réelle. » Amelia voulait refuser. Elle était trop épuisée, trop terrifiée pour Lily, trop vidée après 3 nuits sans sommeil. Mais quelque chose dans la voix de Maria, ce désespoir, cette peur réelle, l'empêchait de dire non. « Qui est cette famille? » demanda Amelia. Maria prit une profonde inspiration, puis répondit, « La famille Castellano, le docteur Damien Castellano. » Amelia se figea. Tout le monde à New York connaissait ce nom. Le parrain le plus puissant de la côte et des États-Unis. L'homme que même le FBI traitait avec prudence. L'homme dont on disait qu'il pouvait faire disparaître n'importe qui sans laisser de traces. Et maintenant, sa nounou demandait à une médecin fauchée de Brooklyn de venir sauver son fils. « Donnez-moi l'adresse. » Amelia s'entendit dire, « Je viendrai après mon service, mais je ne peux rien promettre. » Lorsqu'elle raccrocha, Amelia ne savait pas qu'elle venait d'accepter d'entrer dans un monde complètement différent. Un monde de pouvoir, de secrets et de danger, où la vérité était plus terrifiante que toutes les maladies qu'elle avait jamais soignées. Amelia termina son service à 20 heures. Après 12 heures consécutives passées à examiner des patients, à rédiger des ordonnances, à rassurer des mères anxieuses et à essayer de stabiliser l'état des enfants malades pendant la nuit, elle ôta sa blouse imprégnée de sueur, enfila un vieux manteau aux épaules usées et se dirigea vers le parking derrière l'hôpital où sa Honda Civic de 2003 l'attendait comme une vieille amie fidèle. La voiture avait près de 300 000 kilomètres au compteur. La peinture défraîchie s'était écaillée à plusieurs endroits. Il fallait claquer 2 fois la portière droite pour qu'elle s'ouvre et la climatisation était en panne depuis l'été dernier. Mais elle roulait encore et c'était tout ce dont Amelia avait besoin. Elle tapa l'adresse que Maria lui avait envoyée sur son téléphone à l'écran fissuré. Et lorsque l'emplacement apparut sur la carte, elle ne put s'empêcher de pousser un long soupir. L'Upper East Side de Manhattan, l'un des quartiers les plus chers, non seulement de New York mais de toute l'Amérique, où le prix d'un seul appartement pouvait permettre d'acheter toute une rangée de maisons à Brooklyn. Amelia traversa le pont de Brooklyn, regardant les gratte-ciels de Manhattan scintiller dans la nuit comme un paradis somptueux auquel elle n'avait jamais appartenu. Lorsqu'elle s'engagea dans les rues de l'Upper East Side, la différence était si frappante qu'elle en était presque douloureuse. Des Bentley, des Rolls-Royce et des Mercedes Maybach étaient garés des 2 côtés de la route, brillant sous les lampadaires comme des joyaux précieux, et sa Honda Civic rouillée semblait déplacée parmi elles, comme un caneton qui se serait égaré dans un troupeau de cygnes.
Les demeures ici ne ressemblaient à rien de ce qu'Amelia avait jamais vu. Chacune avait son propre style architectural, caché derrière de hautes clôtures en fer et des jardins parfaitement entretenus. Mais lorsqu'elle arriva à l'adresse que Maria lui avait donnée, Amelia comprit que toutes ces autres demeures n'étaient que les maisons de riches ordinaires. Celle-ci était la forteresse d'un roi. Le domaine de la famille Castellano se trouvait au bout d'une allée privée, entourée d'un mur de pierre d'au moins 4 mètres de haut, surmonté de caméras de sécurité qui tournaient lentement, comme des yeux qui ne dorment jamais. Le portail principal était constitué d'une paire de portes en fer massif gravées de motifs complexes. Derrière elle, Amelia pouvait voir au moins 3 hommes en costume noir qui montaient de la garde, leur posture indiquant clairement qu'ils n'étaient pas de simples gardes. Amelia arrêta sa voiture devant le portail, baissa sa vitre et s'apprêtait à appuyer sur le bouton d'appel lorsqu'un des hommes s'avança. Les lumières du portail éclairant son visage anguleux, marqué par une longue cicatrice qui allait de sa tempe à sa pommette. « Qui êtes-vous et que faites-vous ici ?» Sa voix était froide comme l'acier et il s'agissait moins d'une question que d'un ordre. « Je suis médecin, Amelia Harper. Maria Santos m'a appelé pour examiner le bébé. » Amelia répondit d'une voix calme, même si son cœur battait plus fort que d'habitude. L'homme la regarda de haut en bas, son regard balayant la vieille voiture cabossée, le manteau aux épaules usées, les cheveux bruns attachés à la hâte avec quelques mèches éparses qui tombaient, puis s'arrêtant sur ses yeux verts qui rencontraient les siens sans la moindre trace de peur. « Sortez de la voiture, ordonna-t-il. Amelia sortit, et immédiatement 2 autres hommes s'approchèrent, l'un fouillant son sac tandis que l'autre passait un détecteur de métaux sur son corps. Ils sortirent son stéthoscope, son thermomètre, quelques flacons d'échantillons de médicaments et son téléphone à l'écran fissuré. Ils inspectèrent chaque objet avec un soin méticuleux, comme si elle était une terroriste potentielle plutôt qu'une médecin épuisée après 12 heures de travail. L'homme à la cicatrice observa tout le processus, ses yeux gris ne la quittant pas une seule seconde. « Vous êtes médecin, dit-il d'une voix toujours froide, mais teintée d'une sorte de curiosité. Vous n'avez pas l'air d'un médecin. Et à quoi ressemble un médecin? Rétorqua Amelia, imperturbable. Pas à quelqu'un qui est sur le point de s'évanouir par manque de sommeil et de nourriture, répondit l'homme. Amelia faillit éclater de rire. C'était la première fois de la journée que quelqu'un remarquait à quel point elle était fatiguée. Je m'appelle Victor Petrov. Je suis responsable de la sécurité de cette famille et je vous surveillerai pendant toute la durée de votre séjour ici. Si vous faites quoi que ce soit de suspect, vous ne quitterez jamais cet endroit. Je suis ici pour sauver un enfant, dit Amelia. Je ne vais rien faire de suspect. Maintenant, pouvez-vous m'emmener voir le patient ou allons-nous rester ici toute la nuit? Victor l'observa un instant de plus, puis quelque chose brilla dans ses yeux gris. Peut-être de la surprise ou un soupçon de respect pour le courage de cette petite femme. Il fit un signe de tête au gardien et les imposantes portes en fer s'ouvrirent lentement, révélant une allée pavée menant à un immense manoir de 3 étages, dont toutes les fenêtres étaient éclairées, comme si personne à l'intérieur ne pouvait dormir. Victor conduisit Amelia à travers les lourdes portes d'entrée en chaîne. Dès qu'elle eut franchi le seuil, elle eut l'impression d'entrer dans un monde complètement différent. Le hall principal du manoir était aussi grand que tout le rez-de-chaussée de l'hôpital où elle travaillait. Le sol était recouvert de marbre italien d'un blanc immaculé, parcouru de veines grises comme des rivières gelées. Le plafond s'élevait au-dessus d'eux, surmonté d'un immense lustre en cristal qui diffusait une lumière chaude sur des peintures à l'huile et des sculptures, dont Amelia était certaine que chacune coûtait plus cher que tout le salaire qu'elle gagnerait en tant que médecin pendant toute sa vie. Mais elle n'eut pas le temps d'admirer cette opulence, car Victor la guida à travers le hall, tourna dans un long couloir bordé de portes fermées des 2 côtés et s'arrêta devant une double porte au fond. Il frappa 2 fois, brièvement et vivement, puis ouvrit les portes sans attendre de réponse, et Amelia entra dans un bureau dont le luxe lui coupa le souffle. Des bibliothèques en noyer s'étendaient sur toute la hauteur des 2 murs, remplies de volumes reliés en cuir qui semblaient avoir plusieurs centaines d'années. Un imposant bureau en ébène se trouvait devant une large baie vitrée donnant sur un jardin baigné d'une lumière scintillante. Et derrière ce bureau était assis un homme qui, d'un seul regard, fit comprendre à Amelia pourquoi toute la ville tremblait à l'évocation de son nom. Damian Castellano ne ressemblait pas à l'image qu'elle se faisait d'un parrain de la mafia.
Il n'avait rien de grossier, rien de ouvertement sauvage. C'était plutôt un homme grand, vêtu d'un costume noir parfaitement taillé, les cheveux noirs légèrement ébouriffés, comme s'il les avait passés dans sa main à plusieurs reprises pendant la nuit, et les yeux couleur d'acier froid fixés sur elle avec une intensité qui aurait fait baisser le regard à la plupart des gens. Mais Amelia n'était pas comme la plupart des gens. Elle avait trop souvent regardé la mort dans les yeux à l'hôpital pour craindre un homme aussi puissant soit-il. « C'est donc vous le médecin que Maria a trouvé », dit Damon d'une voix basse et froide, ses yeux gris glissant de ses cheveux noués à la hâte jusqu'à ses vieilles baskets usées. Vous ressemblez plus à une interne qu'à un médecin et vous pensez pouvoir faire ce que 15 des meilleurs spécialistes américains n'ont pas réussi à faire. Amelia sentit le sang lui monter au visage, mais elle ravala sa colère et répondit d'une voix calme. « Je ne pense pas pouvoir faire grand-chose, mais je peux essayer. Et si vous continuez à juger les médecins sur leur apparence plutôt que sur leurs compétences, c'est peut-être pour cela que votre fils est toujours malade. » La pièce sembla se figer. Victor, derrière Amelia, prit une inspiration brusque et elle pouvait sentir son choc à l'idée que quelqu'un ose parler ainsi à Damon Castellano. Damon se leva de derrière son bureau et Amelia réalisa qu'il était plus grand qu'elle ne le pensait, au moins 1,85 m. Ses pas étaient lents mais menaçants alors qu'il s'avançait vers elle, s'arrêtant à moins d'un pas d'elle. « Savez-vous à qui vous vous adressez » demanda-t-il d'une voix légère comme une plume, mais dangereuse comme une lame. « Je m'adresse à un père dont l'enfant est malade, » répondit Amelia sans reculer, même si son cœur battait comme un tambour de guerre. « Et ce père peut continuer à perdre son temps à me poser des questions inutiles, ou il peut me laisser examiner son enfant. À vous de choisir. » Damon la fixa, ses yeux gris perçant les siens, verts, comme s'il cherchait le moindre signe de peur. Mais il n'en trouva pas. Un moment passa, puis un autre, et finalement, quelque chose changea dans son regard. Ce n'était pas de la colère, mais quelque chose qu'Amelia ne pouvait déchiffrer. « Vous avez 1 semaine, dit Damon, d'une voix toujours froide, mais moins ouvertement menaçante. 1 semaine pour trouver ce qui ne va pas chez mon fils. Si vous échouez, vous quitterez cet endroit et vous ne serez plus jamais autorisé à revenir. »« Et si je trouve la réponse ?» demanda Amelia. « Si vous la trouvez, répondit Damon, alors je vous serai redevable, et d'une faveur de Damien Castellano vaut plus que tout ce que vous pouvez imaginer. Mais laissez-moi être clair, poursuivit-il en s'approchant jusqu'à ce qu'Amelia puisse sentir le parfum subtil de son eau de Cologne coûteuse. Si vous faites quoi que ce soit qui puisse nuire à mon fils, que ce soit accidentellement ou intentionnellement, vous regretterez d'être né. Vous comprenez? » Amelia déglutit péniblement. C'était la première fois qu'elle ressentait véritablement le danger qui émanait de lui. Un danger qui ne venait pas de la menace elle-même, mais de la certitude qu'il était tout à fait capable de la mettre à exécution. « Je comprends, » dit-elle d'une voix plus assurée qu'elle ne l'était en réalité. « Et je veux que vous compreniez une chose, moi aussi. Je suis médecin. Mon travail consiste à sauver des gens, en particulier des enfants. Vous n'avez donc pas besoin de me menacer pour que je fasse de mon mieux. Je le ferai, peu importe qui vous êtes. » Damien la fixa du regard pendant un long moment. Puis il se tourna vers Victor et dit « Emmenez-la dans la chambre de Mason et dites à Natasha de descendre me voir. » Victor conduisit Amelia au 2e étage par un escalier en marbre incurvé. Chacun de ses pas résonnait dans le silence pesant du manoir. Ils passèrent dans un long couloir bordé de photos de famille, et Amelia aperçut brièvement la photo de mariage de Damon avec une belle femme blonde, mais elle n'eut pas le temps de la regarder de plus près, car Victor s'arrêta devant une porte au bout du couloir. « La chambre du jeune maître, » dit-il avant de l'ouvrir. « Maria est à l'intérieur. » Amelia entra et ressentit immédiatement l'étrange contraste de la pièce. C'était la chambre d'enfant la plus luxueuse qu'elle ait jamais vue, avec un berceau en chêne blanc finement sculpté qui coûtait probablement autant que son salaire annuel. Les murs étaient peints d'un bleu pastel doux et les étagères étaient remplies de jouets et d'animaux en peluche. Une veilleuse en forme de lune diffusait une douce lumière dorée. Tout était parfait, comme sorti d'un magazine de décoration intérieure. Mais le bébé allongé dans ce berceau coûteux était à l'opposé de la perfection qui l'entourait. Mason Castellano, âgé de 6 mois, semblait n'avoir que 3 mois. Son petit corps était si mince et fragile qu'Amelia pouvait voir chacune de ses côtes sous sa peau pâle et délicate. Son visage, autrefois potelé, était désormais creusé,
ses yeux enfoncés, fixaient le plafond avec un air épuisé, et ses petites mains réduites à de la peau sur des os agrippaient les barreaux du lit comme si c'était la seule chose qui le maintenait en vie. Le cœur d'Amelia se serra. Elle avait vu beaucoup d'enfants malades au cours de ses années passées dans un hôpital public. Mais quelque chose chez Mason lui donnait envie de pleurer. Maria se tenait à côté du lit. Le visage de la jeune nounou portoricaine était marqué par l'inquiétude et la fatigue. Il était évident qu'elle avait passé de nombreuses nuits éveillée à s'occuper de cet enfant. Dr. Harper, dit Maria d'une voix tremblante, merci d'être venu. Je ne sais plus quoi faire. Amelia acquiesça et s'approcha du berceau, posant doucement sa main sur le front de Mason pour prendre sa température. Le bébé n'avait pas de fièvre. Elle sortit son stéthoscope et écouta son cœur et ses poumons. Son rythme cardiaque était normal. Ses poumons étaient clairs. Elle examina ses yeux, sa bouche, sa gorge. Il n'y avait aucun signe d'infection. Elle palpa son ventre. Il n'y avait aucune dureté ou masse inhabituelle. Cliniquement, Mason semblait être un bébé en parfaite santé, sauf qu'il mourait lentement de malnutrition et personne ne pouvait expliquer pourquoi. « Comment mange-t-il » demanda Amelia à Maria. « Normalement, répondit Maria. Il boit environ 150 millilitres de lait maternisé à chaque tétée, 4 à 5 fois par jour. Il ne refuse pas le biberon, il ne vomit pas et ne régurgite pas. Et sa digestion, a-t-il de la diarrhée? » Maria hésita un instant avant de répondre. « Oui, parfois, surtout la nuit. » Amelia s'apprêtait à poser d'autres questions lorsque la porte s'ouvrit et qu'une femme entra. C'était la femme de la photo de mariage qu'Amelia avait aperçue dans le couloir. Natasha Castellano, 28 ans, était d'une beauté froide, comme une poupée de porcelaine. Ses cheveux blonds platine étaient parfaitement bouclés. Sa peau était blanche comme du lait, sans la moindre imperfection. Ses yeux bleus glacés évaluaient Amelia avec un détachement glacial et sa robe noire moulante et coûteuse épousait sa silhouette élancée, comme si elle se rendait à une fête plutôt que de se tenir dans une chambre avec un enfant gravement malade. « Vous êtes donc la nouvelle médecin ?» dit Natasha d'une voix douce, mais teintée d'une pointe d'agressivité. « Mon mari dit que vous pensez pouvoir aider Mason. Je vais faire de mon mieux, » répondit Amelia, en observant la femme devant elle et en remarquant quelque chose d'étrange. Natasha se tenait à au moins 2 mètres du berceau de son fils. Elle ne s'approcha pas pour le regarder ou le toucher. Son regard effleura Mason d'un coup d'œil distrait, comme si le bébé était un objet décoratif dans la pièce plutôt que son enfant malade. « Pouvez-vous me parler de l'alimentation et de la routine quotidienne de Mason ?» demanda Amelia. Natasha commença à expliquer, et Amelia remarqua qu'elle parlait de manière très détaillée, trop détaillée, comme si elle avait mémorisé un exposé. Combien de millilitres, combien de fois par jour, combien d'heures de sommeil, tout était parfait et précis, jusqu'au moindre chiffre. Mais il manquait quelque chose dans la voix de Natasha. L'inquiétude. Amelia avait rencontré des centaines de mères d'enfants malades, et elles avaient toutes un point commun, un niveau de peur qui frôlait la panique. Une terreur visible dans chaque regard et chaque mot. Mais Natasha n'était pas comme ça. Elle était calme d'une manière qui semblait artificielle, froide au point d'en être presque indifférente. « Merci de m'avoir informé, » dit Amelia. « Je vais devoir rester quelques jours pour observer Mason, si cela ne pose pas de problème. » Natasha haussa les épaules. « Faites ce que vous voulez. » Puis elle se retourna et quitta la pièce sans même jeter un regard à son fils. Lorsque la porte se referma, Maria s'approcha d'Amelia. Elle murmura, comme si elle avait peur que quelqu'un l'entende. « Docteur, j'aimerais vous dire quelque chose, mais je ne sais pas si je devrais. »« Allez-y, » l'encouragea Amelia. Maria jeta un coup d'œil autour d'elle, puis dit, « Je ne sais pas comment l'expliquer, mais chaque fois que Mademoiselle Castellano nourrit Mason la nuit, il hurle et a une terrible diarrhée. Il crie et a une terrible diarrhée, mais quand je le nourris, il n'y a aucun problème. J'en ai parlé aux autres médecins, mais ils m'ont dit que je m'inquiétais trop. Ils ont dit que je n'étais pas une spécialiste et que je ne devais pas faire de suppositions hasardeuses. » Un frisson parcourut le dos d'Amelia, son instinct de médecin sonnant l'alarme sans qu'elle puisse encore mettre un nom dessus. « Avez-vous remarqué autre chose ?» demanda Amelia. Maria hésita, puis répondit, « Parfois, les biberons que Mme Castellano prépare ont un aspect différent de ceux que je fais, comme s'il y avait une sorte de sédiment au fond. Mais je n'ai pas osé lui en parler, de peur qu'elle pense que je l'insulte. » Amelia baissa les yeux vers Mason,
le bébé déjà en train de s'endormir dans son berceau, l'air terriblement épuisé. Et en elle, un terrible soupçon commença à prendre forme. Un soupçon qu'elle priait pour être faux. Amelia se vit attribuer une chambre d'hôte luxueuse juste à côté de la chambre de Mason. Victor dit que c'était sur ordre de Damon afin qu'elle puisse surveiller le bébé à tout moment. La chambre était spacieuse, avec un lit king-size recouvert de draps de soie blanche, de lourds rideaux de velours fermant les fenêtres et une salle de bain privée revêtue de marbre noir brillant. Tout était plus somptueux que tout ce qu'Amelia avait connu dans sa vie. Mais elle n'était pas d'humeur à en profiter. Les paroles de Maria résonnaient dans sa tête comme un refrain inquiétant. Chaque fois que Mme Castellano nourrit Mason la nuit, il crie et a la diarrhée. Amelia était allongée sur le lit, les yeux grands ouverts, fixant le plafond décoré de motifs complexes, et elle savait qu'elle ne pourrait pas dormir cette nuit-là. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge accrochée au mur. Il était 23 heures, le manoir était plongé dans le silence. Seul le tic-tac régulier d'une vieille horloge quelque part dans le couloir venait le troubler. Amelia s'assit, ouvrit doucement la porte et sortit dans le couloir. Elle traversa les quelques pas qui la séparaient de la chambre de Mason et poussa doucement la porte. Maria était assise dans le fauteuil à côté du berceau, la tête penchée en avant, endormie après une longue journée. « Vous devriez aller vous reposer », murmura Amelia. « Je veillerai sur Mason cette nuit. » Maria leva les yeux rougis par la fatigue. « Mais vous avez besoin de repos aussi, docteur. »« Je ne peux pas dormir, » dit Amelia. « Allez-y. S'il arrive quelque chose, je vous appellerai. » Maria hésita, puis se leva. « Merci, docteur, dit-elle, et elle quitta la pièce. Amelia s'assit dans le fauteuil que Maria venait de quitter et regarda Mason dormir dans son berceau, sa respiration douce mais légèrement laborieuse. Cela lui tordit le cœur. Elle resta là dans l'obscurité, éclairée seulement par la douce lueur de la veilleuse en forme de lune, et elle attendit. 1 heure passa, puis 2, Amelia commença à somnoler, mais elle lutta contre la somnolence, but une gorgée d'eau froide de la bouteille qu'elle avait apportée et continua à veiller. L'horloge indiquait 3 heures du matin lorsqu'elle entendit des pas légers dans le couloir. Instinctivement, Amelia se leva et se glissa dans un coin sombre de la pièce, où l'ombre de la grande armoire pouvait la cacher complètement. La porte s'ouvrit sans un bruit, et Natasha Castellano entra comme un fantôme dans sa chemise de nuit en soie blanche. Elle tenait un biberon dans sa main, mais ce n'était pas l'un de ceux que Maria avait préparés et rangés dans le réfrigérateur. C'était un autre biberon que Natasha avait apporté d'ailleurs. Amelia retint son souffle, observant depuis l'obscurité Natasha se diriger vers le berceau de Mason et soulever doucement le bébé. Mason remua légèrement, les yeux toujours fermés, et Natasha plaça la tétine du biberon dans sa bouche. Le bébé commença à téter instinctivement, et Natasha resta là, le visage impassible dans la faible lumière de la veilleuse, le regardant boire sans montrer la tendresse ou l'inquiétude qu'une mère normale aurait manifestée. Environ 10 minutes plus tard, lorsque le biberon fut vide, Natasha reposa Mason dans son berceau, puis quitta silencieusement la pièce par où elle était entrée. Amelia resta figée dans l'obscurité, le cœur battant, et attendit. Elle n'eut pas à attendre longtemps. Moins d'une demi-heure après le départ de Natasha, Mason commença à se tordre dans son berceau, son petit visage crispé par la douleur. Puis le bébé poussa un cri perçant, un cri qui déchira le silence nocturne du manoir. Amelia se précipita vers le berceau et souleva Mason. Elle sentit immédiatement l'odeur âcre des sels liquides. Elle le posa sur la table allongée, et ce qu'elle vit lui brisa le cœur. La couche de Mason était imbibée d'un liquide jaune-vert. La diarrhée était si grave que la peau de ses fesses était déjà rouge d'irritation. Amelia changea sa couche, essayant de le calmer, tandis que ses pensées s'emballèrent. Un bébé en bonne santé ne pouvait pas avoir une diarrhée aussi grave après un biberon ordinaire. Maria avait raison. Il y avait quelque chose dans le biberon que Natasha avait apporté. Quelque chose que la mère donnait à son enfant tous les soirs, tard dans la nuit, quand personne ne regardait. Amelia serra Mason contre sa poitrine, le bébé sanglotant toujours, et lui murmura des mots réconfortants à l'oreille tandis qu'une pensée terrifiante prenait forme dans son esprit. Une pensée qu'elle ne voulait pas croire, mais elle ne pouvait nier que quelqu'un dans cette maison faisait du mal à Mason et que cette personne était peut-être sa propre mère. Le lendemain matin, lorsque les premiers rayons du soleil se glissèrent à travers l'interstice des rideaux de velours,
Amelia était réveillée depuis longtemps. En vérité, elle n'avait presque pas dormi après ce dont elle avait été témoin la nuit précédente. Mason s'était rendormi après qu'elle l'eut apaisé pendant près d'une heure. Mais l'esprit d'Amelia ne pouvait se calmer. Elle avait besoin de preuves. Elle avait besoin d'être certaine que ses soupçons étaient fondés et non le fruit de son épuisement. Amelia quitta la chambre de Mason lorsque Maria arriva pour prendre la relève à 6 heures du matin. Elle dit à la jeune nounou qu'elle devait descendre à la cuisine pour boire un verre d'eau. Mais en réalité, elle avait un autre objectif. Elle marcha dans le couloir en essayant de se souvenir de la direction que Natasha avait prise après avoir quitté la chambre de Mason la nuit dernière. Et finalement, elle trouva une porte qui menait à la cuisine et à la buanderie au niveau inférieur. La cuisine du manoir Castellano était aussi grande que celle d'un restaurant 5 étoiles, avec des armoires en noyer brillantes, un îlot en granit noir et tous les appareils électroménagers modernes qu'Amelia n'avait jamais vus que dans les magazines. Mais elle se moquait bien de tout ce luxe. Elle balaya la cuisine du regard, à la recherche de ce dont elle avait besoin, et elle le trouva dans la poubelle sous l'évier. Le biberon. Amelia s'accroupit, utilisa une serviette en papier pour ne pas la toucher directement et la souleva pour l'examiner à la lumière. Son cœur se mit à battre plus fort lorsqu'elle vit ce que Maria avait décrit. Un sédiment blanc trouble s'était déposé au fond. Ce n'était pas un résidu de lait en poudre ordinaire, mais autre chose, quelque chose qui n'aurait pas dû se trouver dans le biberon d'un bébé de 6 mois. Amelia sortit un petit tube à essai de sa poche. Elle avait toujours sur elle quelques instruments médicaux de base et elle racla soigneusement un peu du sédiment blanc dans le tube, puis le ferma hermétiquement. Elle utilisa également une petite seringue pour prélever le lait restant dans le biberon, environ 20 millilitres, suffisant pour effectuer des tests. Elle glissa les échantillons dans la poche de son manteau et quitta rapidement la cuisine, le cœur battant comme si elle venait de commettre un crime. En retournant dans la chambre de Mason, Amelia passa devant la salle de sécurité du manoir, dont la porte était légèrement entr'ouverte, révélant des dizaines d'écrans diffusant les images des caméras installées dans toute la maison. Elle s'arrêta, faisant semblant de refaire son lacet, et jeta un coup d'œil à l'intérieur. L'un des agents de sécurité était assis devant les écrans, mais il était absorbé par son téléphone et ne la remarqua pas. Amelia examina les écrans et se rendit compte que l'un d'eux montrait la chambre de Mason. La caméra filmait depuis le haut du berceau. Mais ce qui attira son attention, ce fut le petit texte qui clignotait dans le coin, l'horodatage. Elle se rendit compte que l'heure était passée de 2 heures du matin à 4 heures du matin, comme si les 2 heures entre les deux n'existaient pas. La caméra dans la chambre de Mason était éteinte de 2 heures à 4 heures chaque nuit. Un frisson glacial parcourut le dos d'Amelia. Ce n'était pas une coïncidence. Natasha était entrée dans la chambre de Mason à 3 heures du matin, juste pendant la période où la caméra ne fonctionnait pas. Quelqu'un avait délibérément désactivé la caméra afin que personne ne puisse voir ce qui se passait dans la chambre du bébé pendant ces heures-là. Et seules 2 personnes avaient accès au système de sécurité de cette maison, Damien et Natasha. Amelia se précipita dans sa chambre, verrouilla la porte et s'assit sur le bord du lit, les mains tremblantes, fixant le tube à essai contenant le mystérieux sédiment blanc. Elle devait envoyer l'échantillon pour qu'il soit analysé. Elle devait savoir exactement ce qui était ajouté au lait de Mason, mais elle devait le faire sans que personne dans cette maison ne s'en aperçoive. Elle sortit son téléphone et appela son collègue le plus proche à l'hôpital de Brooklyn, un technicien de laboratoire nommé David, en qui elle avait entièrement confiance. « David, j'ai besoin de ton aide, » dit Amelia lorsqu'il décrocha. « Je vais t'envoyer un échantillon. Peux-tu le tester et me donner les résultats dès que possible, mais ne me demande pas pourquoi et n'en parle à personne. » David hésita un instant, puis accepta. Il savait qu'Amelia ne lui demanderait pas cela si ce n'était pas vraiment important. Amelia raccrocha, regarda par la fenêtre le jardin de la demeure des Castellano qui brillait sous le soleil matinal et se demanda dans quoi elle s'embarquait, à quel point ce secret était sombre, et si elle aurait le courage d'affronter la vérité lorsqu'elle serait enfin révélée. 2 jours passèrent dans une tension sourde et palpable, tandis qu'Amelia continuait à observer Mason et à tout noter, des heures des repas à la quantité de lait, en passant par le nombre d'épisodes de diarrhée et chaque fois que Natasha se rendait dans la chambre du bébé. Elle essayait d'agir normalement, examinant Mason chaque jour, discutant avec Maria de l'état de santé du bébé,
échangeant même quelques mots polis avec Natasha chaque fois que celle-ci passait dans la chambre de son fils. Mais Amelia ne savait pas que Natasha l'observait attentivement depuis un certain temps. C'est l'après-midi du troisième jour que tout a commencé à changer. Amelia était assise dans la chambre de Mason, en train d'écrire dans son petit carnet, lorsqu'elle a levé les yeux et a aperçu Natasha debout dans l'embrasure de la porte, la regardant avec des yeux aussi froids que la glace. « Qu'écrivez-vous, docteur? »« Harper ?» demanda Natasha d'une voix douce mais teintée d'une pointe d'agressivité. « Des notes médicales sur l'état de santé de Mason, » répondit Amelia calmement, en fermant son carnet. « C'est la procédure standard lorsque l'on surveille un patient. » Natasha entra dans la pièce sans quitter Amelia des yeux. « J'ai remarqué que vous vous promeniez dans la maison à des heures étranges. Vous semblez vous intéresser à autre chose qu'à la santé de mon fils. » Amelia sentit son cœur s'accélérer, mais elle garda un visage impassible. « Je suis médecin. Mon travail m'oblige à observer tout ce qui pourrait affecter la santé d'un patient, y compris son environnement de vie et sa routine quotidienne. » Natasha l'étudia longuement, les lèvres pincées, puis elle se retourna et quitta la pièce sans dire un mot. Amelia savait qu'elle était désormais dans le collimateur. Ce soir-là, alors qu'Amelia se préparait à aller se coucher, on frappa à sa porte. Victor se tenait devant elle, le visage aussi froid que d'habitude. « Le patron veut te voir immédiatement. » Amelia suivit Victor dans les couloirs familiers jusqu'à la porte du bureau de Damien. Cette fois-ci, lorsqu'elle entra, Damien n'était pas seul. Natasha était là aussi, assise dans le fauteuil en face du bureau de son mari. Elle regardait Amelia avec un air triomphant. Damien se leva lorsque Amelia entra. Son visage était plus difficile à déchiffrer que jamais. Ses yeux gris étaient froids comme l'acier, mais ils cachaient quelque chose de plus profond qu'Amelia ne pouvait nommer. « Ma femme dit que vous vous comportez de manière suspecte, » dit Damien d'une voix basse et lente. « Elle dit que vous posez des questions étranges. Vous observez tout dans cette maison comme si vous cherchiez quelque chose. Vous voulez m'expliquer? » Amelia soutint le regard de Damien sans ciller. « Je fais mon travail. Vous m'avez engagé pour découvrir pourquoi votre fils est malade. Et pour cela, je dois tout observer, y compris les choses que d'autres personnes pourraient ne pas vouloir que je voie. » Natasha se leva d'un bond. « Qu'est-ce qu'elle insinue? Quoi? Que quelqu'un dans cette maison fait du mal à Mason? C'est la chose la plus ridicule que j'ai jamais entendue. » Amelia se tourna vers Natasha, et pour la première fois, elle vit quelque chose vaciller dans ses yeux bleus glacés. Pas de la colère, mais de la peur. « Je n'insinue rien, » dit Amelia lentement. « Je dis simplement que je fais mon travail. Et si Madame Castellano se sent menacée par cela, elle devrait peut-être se demander pourquoi. » La pièce sembla se figer. Natasha ouvrit la bouche pour parler, mais Damien leva la main pour la faire taire. Il fixa Amelia, ses yeux gris la transperçant comme s'il essayait de lire chacune de ses pensées. « Êtes-vous en train de dire que ma femme est liée à la maladie de mon fils? » demanda Damien, d'une voix si menaçante que l'atmosphère dans la pièce devint pesante. « Je dis que quelqu'un dans cette maison donne à votre fils quelque chose qui ne devrait pas se trouver dans le lait d'un bébé de 6 mois. » répondit Amelia, d'une voix calme malgré son cœur qui battait à tout rompre. « Je n'ai pas encore assez de preuves pour dire qui c'est, mais je le découvrirai. Et quand je l'aurai fait, vous serez le premier à le savoir. » Natasha fondit en larmes, ou du moins, elle fit semblant. « Je n'arrive pas à y croire. Elle ose dire des choses pareilles à mon sujet. Damien, vous devez la mettre à la porte immédiatement. » Damien ne dit pas un mot. Il resta là, debout, à regarder Amelia avec une expression indéchiffrable, et elle avait l'impression qu'il pesait chaque mot qu'elle avait prononcé, chaque expression de son visage, chaque battement de son cœur. Finalement, il prit la parole. « Tu as 1 semaine, je te l'ai déjà dit. Si d'ici là tu n'as pas de preuves pour étayer tes insinuations, tu quitteras cet endroit et tu prieras pour que je sois assez généreux pour oublier ce que tu as dit. » « Je n'ai pas besoin d'1 semaine, » répondit Amelia en se retournant pour sortir. « Je n'ai besoin que de la vérité, et la vérité finit toujours par éclater au grand jour, peu importe les efforts déployés pour la dissimuler. » Cette nuit-là, Amelia ne parvint pas à dormir. Allongée dans son lit, elle fixait le plafond. Ses pensées tournaient en boucle autour de tout ce qui venait de se passer dans le bureau de Damien. Elle savait qu'elle marchait sur une corde raide. D'un côté, il y avait la vérité qu'elle devait découvrir. De l'autre, la famille mafieuse la plus puissante de la côte est des États-Unis. Et si elle se trompait,
Si elle ne parvenait pas à prouver ce qu'elle soupçonnait, elle ne quitterait peut-être jamais ce manoir. Le lendemain matin, alors qu'elle changeait la couche de Mason, son téléphone vibra. Un message de David, du laboratoire. Les résultats sont arrivés. Appelez-moi tout de suite. Amelia sentit son cœur s'arrêter de battre. Elle rendit Mason à Maria et se précipita dans le couloir où elle trouva un coin caché avant d'appeler David. La voix de David à l'autre bout du fil semblait tendue et inquiète. Amelia, l'échantillon que tu m'as envoyé, où l'as-tu trouvé? Donne-moi juste les résultats, dit Amelia en serrant le téléphone si fort que ses jointures blanchirent. David prit une profonde inspiration puis dit « Cet échantillon de lait contient du bicacidal, un laxatif à une dose 10 fois supérieure à celle prescrite pour un adulte. Si un bébé boit cette quantité chaque jour, il souffrira de diarrhée constante, de déshydratation, de perte d'électrolytes, de malnutrition sévère, et si cela continue, cela peut être fatal. » Amelia s'adossa contre le mur, les jambes menaçant de se dérober sous elle. Même si elle s'en doutait depuis longtemps, l'entendre confirmer lui donna l'impression de recevoir un coup de poing dans la poitrine. Quelqu'un empoisonnait un bébé de 6 mois. Quelqu'un était en train de tuer lentement Mason Castellano dans sa propre maison, sous le nez du plus puissant parrain de la mafia américaine. « Amelia, tu dois appeler la police, dit David. C'est une tentative de meurtre. » « Pas encore, répondit Amelia, la voix tremblante mais ferme. Je n'ai aucune preuve de l'identité du coupable. Je n'ai que l'échantillon de lait. Je dois les prendre en flagrant délit. Tu es folle? S'écria presque David. Tu es dans une maison mafieuse. S'ils apprennent que tu enquêtes sur eux, ils te tueront. Je sais, répondit Amelia. Mais si je ne fais rien, le bébé mourra. Et je ne peux pas laisser cela arriver. Elle raccrocha et resta seule dans le couloir silencieux, sentant le poids de ce qu'elle venait d'apprendre s'abattre sur ses épaules. Natasha Castellano, la mère de Mason, était la seule suspecte. C'était elle qui le nourrissait la nuit. C'était elle qui avait la possibilité de désactiver la caméra dans la chambre de Mason. Elle était la seule à pouvoir glisser le médicament dans le biberon sans que personne ne s'en aperçoive. Mais Amelia avait besoin de preuves. Elle devait surprendre Natasha en train de mettre le médicament dans le lait. Elle avait besoin d'une vidéo. Elle avait besoin d'images. Elle avait besoin d'une preuve irréfutable pour confronter Damian et prouver que sa femme était en train de tuer leur fils. Amelia ferma les yeux, prit une profonde inspiration pour se calmer, puis elle commença à élaborer un plan. Elle avait besoin d'un allié à l'intérieur de cette maison. Quelqu'un qui avait accès au système de sécurité, quelqu'un en qui elle pouvait avoir confiance, et un seul nom lui vint à l'esprit, Victor Petro. Amelia trouva Victor dans sa salle de sécurité cet après-midi-là, alors qu'elle savait que Natasha était au spa et que Damian rencontrait des hommes en costume noir dans son bureau. Victor était assis seul devant le mur d'écran, ses yeux gris balayant les images des caméras installées dans toute la demeure. Lorsqu'elle entra, il se tourna vers elle avec une prudence méfiante. « Que voulez-vous, Dr. Harper ?» demanda Victor d'une voix froide, mais sans hostilité manifeste. « Je dois vous parler, » dit Amelia en fermant la porte derrière elle. « À propos de Mason. » Victor haussa un sourcil, mais ne dit rien, attendant qu'elle continue. Amelia prit une profonde inspiration et s'approcha. Elle savait que c'était le plus grand pari de sa vie. Si elle se trompait sur Victor, s'il la dénonçait à Natasha ou Damian, elle perdrait la vie. Mais elle avait observé Victor ces derniers jours. Elle avait vu la façon dont il regardait Mason chaque fois qu'il passait devant la nurserie, cette rare douceur sur un visage dur comme la pierre. Elle avait vu sa mâchoire se crisper lorsque Mason pleurait la nuit. Et elle savait que même si Victor était le garde du corps de Damian, il se souciait vraiment de cet enfant. « Je sais qui rend Mason malade, » dit Amelia sans détour. Victor se leva d'un bond, les yeux gris fixés sur elle. « Qu'est-ce que vous venez de dire? » Amelia sortit le résultat du laboratoire de sa poche et le tendit à Victor. « J'ai prélevé un échantillon de lait dans le biberon que Mme Castellano donne à Mason le soir et je l'ai envoyé pour analyse. Les résultats montrent qu'il contient du Bicodel, un laxatif, à une dose 10 fois supérieure à celle prescrite pour un adulte. » Victor lut le document et Amelia vit son visage passer du scepticisme à la stupéfaction, puis à quelque chose qui ressemblait à de la rage bouillonnant sous une surface glaciale. Il leva les yeux, la voix tremblante de retenue. « Vous dites que Mme Castellano, la mère de Mason, empoisonne son propre fils.
Je dis que quelqu'un met des médicaments dans le lait de Mason, répondit Amelia. Et la seule personne qui prépare son biberon la nuit est Madame Castellano. C'est aussi elle qui a la possibilité d'éteindre la caméra dans la chambre de Mason de 2 heures à 4 heures du matin tous les soirs. J'ai vérifié. Victor posa le journal sur le bureau, les mains crispées en poing, la cicatrice sur son visage tressaillant sous l'effet de ses dents serrées. Pourquoi me dis-tu cela plutôt qu'au patron? Parce que je n'ai pas encore de preuves directes, répondit Amelia. Je dois la surprendre en train de mettre la drogue dans le lait. Et pour cela, j'ai besoin de votre aide pour installer une caméra cachée dans la chambre de Mason. Une caméra qu'elle ne peut pas désactiver. Victor resta silencieux pendant un long moment, le regard perdu sur les écrans devant lui, dont l'un montrait Mason allongé dans son berceau avec Maria assise à côté de lui. Lorsqu'il prit enfin la parole, sa voix était basse et pleine de détermination. « Je travaille pour M. Castellano depuis l'âge de 20 ans. Il m'a sauvé la vie. Il m'a donné un but. Je mourrais pour lui s'il le fallait. » Il se tourna vers Amelia. « Mais Mason, ce garçon est l'avenir de cette famille. Il est tout ce que le patron possède. Si quelqu'un lui fait du mal, peu importe qui, je ne le pardonnerai jamais. » Victor se dirigea vers une armoire verrouillée dans un coin, l'ouvrit et en sortit un petit appareil. C'est une caméra sans fil. La batterie dure 7 jours. Elle se connecte directement à mon téléphone. Personne ne peut l'éteindre sauf moi. Il la tendit à Amelia. Ce soir, je l'installerai dans la chambre de Mason après que Madame Castellano se soit endormie, puis nous attendrons. Victor installa la caméra à minuit, lorsque tout le manoir était plongé dans le sommeil. Il cacha le petit appareil à l'intérieur d'un ours en peluche sur l'étagère à jouets, à un angle parfait, couvrant tout le lit bébé dans la zone de préparation du biberon dans la chambre de Mason. Amelia était allongée dans sa chambre, son téléphone posé sur sa poitrine, l'écran affichant les images en direct de la caméra cachée, les yeux rivés sur chaque mouvement dans la chambre d'enfant plongée dans l'obscurité, éclairée uniquement par la faible lueur de la veilleuse en forme de lune. Maria était retournée dans sa chambre à 22 heures après avoir donné à Mason son dernier biberon de la journée. Le bébé dormait paisiblement dans son berceau, ignorant que cette nuit allait changer son destin. 1 heure passa, puis 2. Amelia sentait ses paupières s'alourdir, mais elle n'osait pas dormir. Elle but le café froid et éventé de la tasse posée sur sa table de chevet et continua d'attendre. L'horloge de son téléphone indiquait 2h47 du matin lorsque la porte de Mason s'ouvrit lentement. Amelia se redressa d'un coup, le cœur battant, les yeux rivés sur l'écran de son téléphone. Natasha Castellano se glissa dans la chambre comme un fantôme, vêtue d'une chemise de nuit en soie blanche, les cheveux blonds tombant sur ses épaules, le visage nu et pâle sous la faible lumière. Elle se dirigea vers le coin où se trouvait le biberon, prit un biberon propre et commença à préparer le lait. Ses gestes étaient ceux d'une experte, comme si elle avait fait cela des centaines de fois. Amelia retint son souffle, appuya sur le bouton d'enregistrement de son téléphone, s'assurant que chaque instant était enregistré. Natasha finit de préparer le biberon. Puis elle s'arrêta, regarda autour d'elle comme pour s'assurer que personne n'était là, et Amelia sentit son sang se glacer lorsqu'elle vit ce qui se passa ensuite. Natasha sortit un petit flacon blanc de la poche de sa chemise de nuit, ouvrit le bouchon, versa une dose de poudre blanche dans le biberon, puis le secoua jusqu'à ce que la poudre soit complètement dissoute. Amelia avait envie de crier, de courir dans la chambre de Mason et de lui arracher le biberon des mains, mais elle savait qu'elle devait laisser Natasha finir afin d'avoir des preuves irréfutables. Natasha s'approcha du berceau de Mason et le souleva doucement. Mason se réveilla et leva ses yeux endormis vers le visage de sa mère. Natasha plaça la tétine du biberon dans sa bouche et le bébé commença à boire instinctivement, sans se rendre compte que le liquide laiteux détruisait lentement son petit corps. Puis Natasha se mit à parler, d'une voix à peine audible, mais la caméra de Victor captura clairement chaque mot. Et ce qu'Amelia entendit la fit se couvrir la bouche de la main pour ne pas sangloter bruyamment. « Je suis désolée, mon amour, » murmura Natasha, la voix tremblante comme si elle retenait ses larmes. « Mais c'est la seule solution. Tu comprends? Quand tu es en bonne santé, ton père n'est jamais à la maison. Il va à des réunions. Il va voir des hommes dangereux. Il fait des choses dont je n'ai pas le droit de lui parler. Il me regarde comme si je n'existais pas. » Natasha embrassa le front de Mason. « Mais quand tu es malade, ton père reste à la maison. Il annule toutes ses réunions.
Il reste assis près de ton berceau pendant des heures. Il me parle. Il me regarde. J'ai besoin qu'il me voie. Tu comprends? J'ai besoin qu'il m'aime comme il t'aime. Des larmes coulaient sur les joues d'Amelia, non pas par pitié pour Natacha, mais par horreur de ce dont elle était témoin. Une mère empoisonnant son propre fils juste pour attirer l'attention de son mari. Une cruelle déformation de l'amour et de la solitude. « Je ne veux pas que tu meures », continua Natacha, comme si elle essayait de se convaincre elle-même. « Je voulais juste que tu sois un peu malade. Juste assez pour que ton père reste à la maison. Juste assez pour qu'il s'inquiète, mais tu continues à maigrir. Tu continues à t'affaiblir. Et je ne sais pas quoi faire. Je ne peux pas m'arrêter. Si j'arrête, tu iras mieux et ton père disparaîtra. Je redeviendrai invisible. » Mason finit le biberon, les yeux déjà fermés, et Natacha le reposa dans son berceau, restant debout là pendant un long moment, le visage inexpressif. Puis elle sortit de la pièce en silence. Amelia était assise sur le lit, son téléphone toujours à la main. La vidéo avait tout enregistré, depuis le moment où Natacha avait versé le médicament dans le lait jusqu'à la terrible confession qu'elle avait murmurée à son enfant. C'était la preuve. C'était ce dont Amelia avait besoin pour montrer la vérité à Damian. Mais avant de pouvoir faire quoi que ce soit, elle devait s'assurer que Mason était en sécurité cette nuit-là. Elle se leva et sortit de sa chambre avec l'intention d'aller dans celle de Mason pour le surveiller après ce biberon empoisonné. Mais elle ne savait pas que Natacha n'était pas vraiment partie. Elle se tenait dans l'obscurité du couloir. Ses yeux bleus glacés étaient fixés sur Amelia. Amelia venait à peine de sortir de sa chambre lorsqu'une main attrapa son poignet et la tira violemment, l'entraînant dans l'obscurité du couloir. Elle essaya de crier, mais une autre main lui couvrit la bouche. Et lorsque ses yeux s'habituèrent à l'obscurité, elle vit le visage de Natacha Castellano à quelques centimètres du sien. Ses yeux bleus n'étaient plus froids, mais brûlaient désormais d'une folie terrifiante. « Tu as entendu ?» siffla Natacha entre ses dents. Sa voix n'était plus douce, mais purement hostile. « Je sais que tu m'observes. Je t'ai vu tenir ton téléphone. Tu m'as filmé, n'est-ce pas? » Amelia se débattit, mais Natacha était plus forte qu'elle n'en avait l'air. La force de quelqu'un acculé. La force du désespoir. Natacha arracha le téléphone des mains d'Amelia, jeta un coup d'œil à l'écran et vit que l'application appareil photo était toujours en marche, son visage se tordant de rage. « Pour qui te prends-tu? » grogna Natacha. « Tu crois que tu peux venir ici et ruiner ma vie? Tu n'es qu'une petite docteure fauchée de Brooklyn. Tu n'es rien. » Amelia mordit la main qui lui couvrait la bouche. Natacha hurla de douleur et la lâcha. Amelia s'écria aussitôt. « Tu es en train de tuer ton propre fils. Tu es malade. Tu as besoin d'aide. Tais-toi !» hurla Natacha. « Je ne suis pas malade. J'aime mon enfant. Je fais tout par amour. Tu ne comprends pas. Personne ne comprend. » Natacha se jeta sur Amelia, lui saisissant les épaules à deux mains et la poussant violemment. Amelia tituba en arrière. Son pied se prit dans le tapis et elle tomba sur le dos, sa colonne vertébrale heurtant violemment la rampe d'escalier. Elle tenta de s'agripper à la rampe, mais Natacha était déjà devant elle, ses yeux bleus brillants comme des flammes dans l'obscurité. « Tu ne me prendras pas tout !» Natacha hurla, puis poussa Amelia de toutes ses forces. Amelia sentit son corps perdre l'équilibre. Sa main glissa de la rampe et elle tomba. L'escalier en marbre tournoyait devant elle tandis qu'elle déballait les marches. Chaque marche était un choc brutal contre son épaule. Son dos, sa tête. Amelia essaya de crier, mais le souffle lui avait été coupé. Elle n'entendit que le craquement sec de ses os lorsque son bras heurta le bord d'une marche. Puis sa tête frappa le sol en marbre au bas de l'escalier avec un bruit sec et écœurant. Le monde bascula. La douleur explosa dans son crâne comme une bombe. Amelia vit la silhouette de Natacha en haut de l'escalier, qui la regardait avec un visage impassible. La dernière chose à laquelle Amelia pensa avant que l'obscurité ne l'engloutisse fut le téléphone. La preuve vidéo. Elle espérait que Victor avait reçu le signal. Elle espérait que Mason serait sauvé. Puis tout sombra dans le néant. Une lumière blanche aveuglante fut la première chose dont Amelia prit conscience lorsqu'elle ouvrit lentement les yeux. Sa tête lui martelait comme si elle était fendue à coups de marteau et sa gorge était sèche comme si elle n'avait pas bu d'eau depuis des jours. Elle cligna plusieurs fois des yeux pour essayer de stabiliser sa vision. Peu à peu, elle réalisa qu'elle était allongée dans un lit d'hôpital,
le bras gauche plâtré et suspendu en hauteur, la tête bandée, et qu'un moniteur émettant un bip régulier sonnait à côté d'elle. Elle essaya de se souvenir de ce qui s'était passé. Le couloir sombre, Natacha, la lutte, les escaliers, puis le souvenir lui revint comme une vague qui lui coupa le souffle. « Mason », murmura-t-elle d'une voix rauque. « Mason, il est en sécurité maintenant. » La voix grave et familière fit tourner la tête d'Amelia, et elle vit Damian Castellano assis sur la chaise à côté de son lit. Son visage était si émacié qu'elle faillit ne pas le reconnaître. Il avait une barbe naissante sur le menton, les yeux gris cernés par le manque de sommeil et rougis comme s'il avait pleuré, ce qu'Amelia croyait impossible pour le plus puissant parrain de la mafia américaine. « Victor t'a trouvé au bas de l'escalier », dit Damon d'une voix lourde et épuisée. « Tu as le bras cassé, tu as une légère blessure à la tête. Le médecin a dit que tu avais de la chance que ce ne soit pas pire. » Amelia essaya de s'asseoir, mais la douleur dans son crâne la força à se recoucher. « La vidéo, dit-elle. Le téléphone. » Natacha le prit. « J'ai déjà vu la vidéo, dit Damian, et Amelia remarqua que sa voix tremblait légèrement. Victor a sauvegardé toutes les images de la caméra cachées dans son système avant que tu ne l'installes. Il me les a envoyées dès qu'il t'a trouvé blessé. J'ai tout regardé du début à la fin. » Il fit une pause, inspirant profondément, comme s'il essayait de retenir quelque chose. « J'ai entendu ce qu'elle a dit à mon fils. Je l'ai entendu tout avouer. » Amelia regarda Damian, et pour la première fois, elle ne vit pas le terrifiant roi de la mafia. Elle vit un homme qui s'effondrait. Un père qui venait de découvrir la vérité la plus brutale qui soit. « Ma femme a empoisonné mon fils, » dit Damon, la voix étranglée. « Elle a failli tuer Mason simplement parce qu'elle voulait attirer mon attention. Elle l'a regardé maigrir chaque jour, elle l'a regardé souffrir, elle l'a regardé pleurer, et elle a continué à lui donner du poison. Comment une mère peut-elle faire ça à son enfant? » Amelia ne savait pas quoi dire. Elle resta allongée en silence, regardant l'homme le plus puissant de cette ville s'effondrer devant elle. « Où est-ce Natacha? » demanda-t-elle enfin. « Elle a été arrêtée, » répondit Damian. « J'ai appelé la police juste après avoir regardé la vidéo. Pour la première fois de ma vie, j'ai appelé la police au lieu de régler les choses à ma manière. Mais il s'agit de mon fils, il s'agit de ma femme. Je ne pouvais pas. Je ne savais pas quoi faire. » Il baissa la tête, les deux mains couvrant son visage, et Amelia entendit un son qu'elle n'aurait jamais pensé entendre de la part de Damon Castellano. Le sanglot étouffé d'un homme portant un trop grand poids. « Elle a tout avoué, » dit Damon entre deux respirations saccadées. « Quand la police est arrivée, elle n'a pas résisté. Elle laisse rester assise et leur a tout raconté. Sa solitude, le fait qu'elle se sentait invisible dans sa propre maison, qu'elle voulait seulement que je l'aime comme j'aime Mason. Elle a dit qu'elle ne voulait pas le tuer. Elle voulait seulement qu'il tombe malade pour que je reste à la maison. Mais il continuait à s'affaiblir et elle ne savait pas comment l'arrêter. » Amelia ferma les yeux, sentant les larmes couler sur ses tempes. « C'est du Munchausen par procuration, » dit-elle doucement. « Un trouble mental qui pousse une personne à faire du mal à celle qu'elle aime pour attirer son attention. Natacha n'est pas un monstre, elle est malade. Elle a besoin d'un traitement. Ne la défendez pas. » Damon s'écria en se levant brusquement, la voix redevenue aiguë. « Elle a failli tuer mon fils. Malade ou pas, je m'en fiche. Elle paiera pour ce qu'elle a fait. » Amelia le regarda et vit le conflit dans ses yeux gris. Pris entre l'amour qu'il avait autrefois pour sa femme et la haine pour ce qu'elle avait fait à leur fils. « Comment va Mason maintenant? » demanda Amelia, essayant d'orienter la conversation. « Il est soigné en pédiatrie, » répondit Damian, la voix adoucie lorsqu'il parlait de son fils. « Les médecins disent qu'il est déshydraté et gravement mal nourri. Il a besoin de liquide et d'une surveillance pendant au moins une semaine, mais il se remettra complètement. »« Grâce à vous, » dit-il en regardant Amelia, et ses yeux gris exprimèrent quelque chose qu'elle n'avait jamais vu chez lui auparavant. Une véritable gratitude. « Tu avais raison depuis le début, » dit Damon. « Tu as vu ce que 15 autres médecins n'ont pas vu. Tu n'as pas eu peur de me tenir tête. Tu n'as pas eu peur de dire la vérité, même si cela aurait pu te coûter la vie. Pourquoi? Pourquoi as-tu fait tout cela? » Amelia croisa son regard et parvint à esquisser un faible sourire, malgré ses lèvres gercées et sèches. « Parce que Mason est un enfant innocent, et qu'aucun enfant ne mérite de subir cela. Je suis médecin. Mon travail consiste à protéger les plus vulnérables, peu importe qui leur fait du mal.
Les jours qui suivirent furent chaotiques pour la famille Castellano. Mason fut transféré à l'unité pédiatrique de Mount-C, le meilleur hôpital de New York, où une équipe de médecins s'occupa de lui 24 heures sur 24. Le bébé de 7 mois était allongé dans son lit d'hôpital, une perfusion collée à son petit bras. Mais après seulement 3 jours de traitement, ses couleurs étaient revenues. Ses yeux étaient plus vifs et il recommençait à boire son lait sans avoir la diarrhée. Amelia est sortie de l'hôpital au bout de 5 jours, le bras toujours plâtré et la tête encore bandée. Mais elle a insisté pour rendre visite à Mason tous les jours, vérifier son état et guider les infirmières sur la manière de s'occuper de lui. Damon ne quittait presque jamais l'hôpital. Il dormait dans le fauteuil à côté du berceau de son fils, annulait toutes ses réunions, confiait toutes ses affaires à Victor et à ses associés les plus fidèles, et pour la première fois de sa vie, le plus puissant parrain de la mafia de la côte Est des États-Unis laissait son empire fonctionner sans lui afin de pouvoir se concentrer sur la seule chose qui comptait vraiment. Natasha fut emmenée dans un établissement psychiatrique public pour y être évaluée et traitée. Les avocats de Damon s'assurèrent qu'elle ne serait pas libérée sous caution en attendant son procès. L'accusation de maltraitance grave sur enfant pouvait lui valoir de nombreuses années de prison, même en tenant compte de sa maladie mentale. Dam demanda le divorce 3 jours après l'arrestation de Natasha. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans le milieu. C'est alors que les vrais problèmes commencèrent. Ivan Volov, le père de Natasha et chef de la deuxième famille mafieuse russe la plus puissante de New York, appela Damon un soir alors qu'il était assis à côté du berceau de Mason. Victor tendit le téléphone à son patron, le visage tendu, et Damon comprit immédiatement que la conversation ne serait pas facile. « Tu as mis ma fille en prison. » La voix d'Ivan Volov résonna à l'autre bout du fil, lourde d'un accent russe et pleine de menaces. « Vous avez laissé la police arrêter votre fille. Vous avez fait savoir au monde entier que ma fille était folle. Vous pensez pouvoir humilier la famille Volkov comme ça sans en payer le prix? Votre fille a failli tuer votre petit-fils? » répondit Damon d'une voix glaciale. « Elle a empoisonné Mason pendant des mois. Si le docteur Harper ne l'avait pas découvert, mon fils serait mort. Vous devriez être reconnaissant. J'ai appelé la police au lieu de m'occuper d'elle moi-même. » Ivan eut un petit rire, sans humour. « Natasha est malade. Elle doit être soignée au sein de la famille, pas en prison. Vous avez rompu l'alliance entre nos familles. Vous avez fait de nous des ennemis. Nous n'avons jamais été de véritables alliés. » Damian dit, « Vous avez forcé votre fille à m'épouser pour renforcer votre pouvoir. Et maintenant qu'elle ne vous est plus utile, vous faites semblant de vous soucier d'elle. Ne fais pas l'hypocrite avec moi, Volov. » Le silence s'éternisa pendant quelques secondes. Puis la voix d'Ivan devint plus sombre. « Tu regretteras d'avoir dit ça, Castellano. Et cette petite docteure qui s'est mêlée des affaires de notre famille. Elle le paiera aussi. Je m'en assurerai. » La ligne fut coupée et Damon resta assis en silence, regardant son fils dormir paisiblement dans son berceau, inconscient qu'une guerre venait de commencer. Il appela Victor. « Renforcez la sécurité autour de Mason et trouvez le Dr. Harper. À partir de maintenant, elle a besoin d'être surveillée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. » Volkov l'a menacé. Victor acquiesça et quitta la pièce. Damian resta seul, regardant par la fenêtre de l'hôpital les lumières de la ville scintiller dans la nuit, et se demandant s'il aurait la force de protéger à la fois son fils et la femme qui lui avait sauvé la vie. 3 semaines passèrent, et Mason se rétablit d'une manière qui semblait presque miraculeuse. À 8 mois, il avait pris près d'1 kilo. Ses joues s'étaient à nouveau remplies. Ses yeux gris, comme ceux de son père désormais, brillaient au lieu d'être creux et épuisés comme auparavant, et son rire résonnait dans le manoir Castellano comme une musique qui avait trop longtemps manqué à cette maison. Amelia rendait visite à Mason tous les jours à la demande de Damon. Au début, elle pensait que c'était uniquement pour vérifier la santé du bébé, mais peu à peu, elle se rendit compte que ces visites étaient devenues ce qu'elle attendait le plus dans sa journée. Maria revint en tant que nounou à plein temps. Damien tripla son salaire pour la loyauté et l'amour sincère qu'elle témoignait à Mason, et le manoir était désormais empreint d'une atmosphère différente, plus légère, plus chaleureuse, comme si le fantôme de Natasha avait été chassé. Les conversations entre Amelia et Damian commençaient par de brefs échanges sur l'état de santé de Mason, puis s'allongeaient progressivement, devenant plus profondes, plus intimes. Le premier soir, Damon l'interrogea sur son travail à l'hôpital de Brooklyn,
sur les patients qu'elle soignait, sur les raisons qui l'avaient poussé à choisir un hôpital public plutôt que des cliniques privées coûteuses. Le deuxième soir, Amelia l'interrogea sur son enfance, sur son père assassiné alors qu'il n'avait que 18 ans, sur le fardeau que représentait la prise de contrôle d'un empire mafieux alors qu'il était encore si jeune. Ils s'assirent dans le grand salon après que Mason se fut endormi. La lumière du feu dans la cheminée dansait sur leurs visages, et Amelia réalisa que sous l'apparence froide et impitoyable de Damien Castellano se cachait un homme solitaire. Un homme qui n'avait jamais eu le droit d'être faible, qui n'avait jamais eu le droit de faire entièrement confiance à quelqu'un. « Tu es la seule à ne pas avoir peur de moi », dit Damien tard dans la nuit alors qu'ils étaient assis côte à côte sur le canapé. Mason dormait profondément dans sa chambre et Maria était de garde de nuit. Dès que tu es entré dans cette maison, tu m'as regardé dans les yeux et tu m'as dit ce que personne d'autre n'ose dire. Pourquoi? Amelia resta silencieuse un instant, observant les flammes dans la cheminée. Parce que j'ai déjà tout perdu, dit-elle doucement. Les gens n'ont peur que lorsqu'ils ont encore quelque chose à perdre. Je suis orpheline depuis l'âge de 8 ans. J'ai grandi dans des familles d'accueil. J'ai été placée dans 7 familles différentes. Je suis habitué à ne pas avoir ma place, à ne rien avoir, alors je n'ai plus peur de perdre quoi que ce soit. Damien la regarda et ses yeux gris s'adoucirent d'une manière qu'Amelia n'avait jamais vue. « Tu es plus forte que toutes les personnes que j'ai rencontrées, dit-il. Et j'ai rencontré beaucoup de gens qui prétendent être forts, des chefs de la mafia, des hommes armés, des tueurs, mais aucun d'entre eux ne peut se comparer à toi. Une petite docteure de Brooklyn qui a osé s'opposer à tout mon empire pour sauver un enfant que tu ne connaissais même pas. » Amelia sentit ses joues s'empourprer et elle se détourna rapidement pour que Damien ne le remarque pas. « Je ne faisais que mon travail, dit-elle d'une voix plus faible que d'habitude. « Non, dit Damien, et sa main toucha de manière inattendue son menton, tournant doucement son visage vers lui afin qu'elle le regarde dans les yeux. « Vous avez fait plus que cela. Vous avez failli mourir pour mon fils. Ma femme vous a poussé dans les escaliers. Et même après cela, vous êtes venu voir Mason tous les jours, même si personne ne vous payait. Ne me dites pas que ce n'était que votre travail. » Le cœur d'Amelia battait si fort qu'elle craignait que Damien ne l'entende. Il n'y avait que quelques centimètres entre eux. Elle pouvait sentir le parfum subtil de son eau de cologne coûteuse, voir la pâle cicatrice qui traversait son sourcil gauche, plonger son regard dans ses yeux gris qui la fixaient avec une émotion qu'elle n'osait nommer. Mais son téléphone vibra dans sa poche, brisant ce moment. Et lorsqu'elle jeta un œil à l'écran, son cœur se serra. Un message de Mouncy au sujet de Lily. Son état empirait. L'opération devait avoir lieu dans la semaine. Et Amelia n'avait toujours pas assez d'argent pour la compte. Elle se leva trop rapidement. « Je suis désolée. Je dois y aller, » dit-elle d'une voix légèrement tremblante. « J'ai quelque chose à régler. » Damien la regarda avec inquiétude. « Quelque chose ne va pas? Je peux t'aider? » « Non, » répondit rapidement Amelia. « Peut-être trop vite. Ce n'est de rien. Juste du travail à l'hôpital. Je viendrai voir Mason demain. » Elle partit avant que Damien n'ait pu poser d'autres questions. Et pendant tout le trajet de retour vers son studio humide, elle se demanda pourquoi elle ne lui avait pas parlé de Lily. Pourquoi elle ne lui avait pas demandé de l'aide alors qu'il pouvait clairement résoudre son problème financier d'un simple claquement de doigts. Peut-être parce qu'elle ne voulait pas devenir quelqu'un qui vivait des faveurs d'un parrain de la mafia. Peut-être parce qu'elle avait peur que si elle acceptait son argent, ce qui était en train de se former entre eux changerait. Ou peut-être parce qu'elle avait tout porté seule pendant si longtemps qu'elle ne savait plus comment laisser quelqu'un l'aider. C'était tard dans la nuit, 2 jours après qu'Amelia se soit précipitée hors du manoir Castellano. Elle venait de terminer son service de nuit à l'hôpital de Brooklyn et se dirigeait vers le parking derrière le bâtiment, l'esprit tourmenté par l'inquiétude pour Lily et des pensées pour Damien qu'elle ne pouvait chasser. Le parking était vide à minuit. Seules quelques voitures du personnel étaient garées sous les lumières jaunes pâles, et Amelia ne remarqua pas le van noir garé près de la sortie avant qu'il ne soit trop tard. Elle venait de déverrouiller sa Honda Civic cabossée lorsqu'une main rugueuse lui couvrit la bouche par derrière. Un autre bras s'enroula autour de sa taille et la souleva du sol. Amelia se débattit, tenta de crier, mais la main qui lui couvrait la bouche était trop serrée et elle fut traînée vers la camionnette avant de pouvoir faire quoi que ce soit. La porte de la camionnette s'ouvrit. Elle fut jetée à l'intérieur, sa tête heurta le sol métallique froid,
et avant qu'elle puisse voir le visage de son agresseur, un sac en tissu rugueux lui fut enfilé sur la tête, la plongeant dans l'obscurité totale. Lorsque le sac fut retiré, Amelia ne savait pas combien de temps s'était écoulé. Peut-être quelques heures, peut-être toute la nuit. Elle savait seulement qu'elle était assise sur une chaise en bois, dans une pièce humide qui ressemblait à un sous-sol, les mains solidement attachées derrière le dos, et qu'en face d'elle se tenait un homme grand aux cheveux blancs argentés et aux yeux aussi froids que la glace. Des yeux qu'elle reconnut immédiatement comme étant ceux de Natacha. « Ivan Volov », dit-il, comme s'il se présentait à une soirée élégante plutôt que dans une cave où l'on retient des otages. Le père de Natacha. Et je suis sûr que vous avez entendu parler de moi. Dr. Harper. Amelia ne dit rien. Elle soutint son regard, s'efforçant de rester impassible alors que la peur la tenaillait. Yvonne sourit, un sourire qui n'atteignit jamais ses yeux. « C'est vous qui avez détruit ma famille. C'est vous qui avez fait arrêter ma fille, qui avez sali le nom des Volov. Vous pensez pouvoir faire ça sans en payer le prix? Je n'ai fait que sauver une enfant qui était en train d'être empoisonnée, » répondit Amelia, d'une voix plus ferme qu'elle ne l'était en réalité. « C'est votre fille qui a fait ça, pas moi. » La gifle fut rapide et violente. La tête d'Amelia fut projetée sur le côté, sa joue brûlait et elle sentait le goût du sang dans sa bouche. « Ne t'avise pas de parler ainsi de ma fille, » grogna Yvonne. « Natacha est malade. Elle a besoin d'être soignée au sein de la famille, pas en prison. Et toi, tu nous as privés de ce droit. » Il fit signe aux deux hommes qui se tenaient derrière lui. Ils s'avancèrent et se mirent à frapper Amelia, sans pitié, à coups de poing dans le ventre, la poitrine, le visage. Chaque coup était une vague de douleur qui déferlait dans son corps. Mais Amelia ne cria pas. Elle se mordit la lèvre jusqu'au sang et ne laissa échapper aucun son. Elle avait trop enduré dans sa vie pour se laisser briser par quelques coups de poing. « Maintenant, dit Ivan lorsque les hommes s'arrêtèrent enfin, tu vas appeler Damian Castellano et lui dire que s'il te veut en vie, il doit libérer Natacha et céder tout l'est de Manhattan à la famille Volov. » Amelia cracha du sang sur le sol et regarda Ivan droit dans les yeux. « Non !» Ivan pencha la tête comme s'il n'arrivait pas à croire ce qu'il venait d'entendre. « Qu'est-ce que tu as dit? »« J'ai dit non », répéta Amelia d'une voix ferme. « Je ne t'aiderai pas à menacer qui que ce soit, et je ne t'aiderai certainement pas à libérer une femme qui a failli tuer son propre fils. »« Qui es-tu pour défendre Damian Castellano ?» cria Ivan, le visage rouge de rage. « Sais-tu seulement qui il est? C'est un monstre, un meurtrier, un baron du crime. »« Je sais qu'il est père, » répondit Amelia, « et je suis le médecin de son enfant. C'est tout ce qui compte. » Pendant ce temps, au manoir Castellano, Damian était comme une bête en cage. Victor signala la disparition d'Amelia à l'aube lorsque le garde chargé de la surveiller trouva sa Honda Civic toujours garée sur le parking de l'hôpital, la porte ouverte, ses clés par terre, et aucun signe d'elle nulle part. Damian brisa la table en verre de son bureau lorsqu'il apprit la nouvelle. Il appela tous ses contacts, mobilisa toutes ses ressources, menaça et soudoya tous ceux qui pouvaient savoir quelque chose. « Trouvez-la », ordonna-t-il à Victor, d'une voix plus menaçante que Victor ne l'avait jamais entendue. « Mettez toute la ville sens dessus-dessous s'il le faut. Peu m'importe combien cela coûtera ou combien de cadavres cela fera. Trouvez-la et ramenez-la-moi. » Victor regarda son patron et vit quelque chose brûler dans ses yeux gris. Ce n'était pas seulement la gratitude d'un père envers le médecin qui avait sauvé son enfant. C'était quelque chose de plus profond, de plus fort, de plus effrayant. « Patron, » dit Victor avec précaution, « ce n'est qu'une docteure. Ne risquez pas tout votre empire pour une seule femme. » Damian se tourna vers Victor et le regard qu'il lui lança fit reculer même son garde le plus loyal. « Elle a sauvé la vie de mon fils, » dit Damian d'une voix basse et inébranlable. « Elle vaut la peine que je mette le feu au monde entier pour la ramener. » Il fallut 18 heures pour obtenir des informations de toutes les sources possibles dans le milieu criminel avant que Damian ne trouve enfin où Ivan Volkov retenait Amelia, dans un entrepôt abandonné à la périphérie de Brooklyn. Autrefois une usine de conditionnement de viande Volov avant sa fermeture quelques années plus tôt, c'était désormais un endroit où Ivan gardait les ennemis dont il voulait se débarrasser en silence. Damian n'attendit pas, n'élabora pas de plan minutieux, ne négocia pas. Il rassembla 20 de ses hommes les plus fidèles, les arma de armes lourdes et partit dans la nuit. Victor était assis à côté de lui dans le SUV de tête, vérifiant son pistolet une dernière fois.
Patron, ça pourrait être un piège, dit-il. Volkov sait que nous arrivons. Il est peut-être déjà prêt. Je m'en fiche, répondit Damen, la voix froide comme l'acier, mais les yeux gris brûlants d'un feu que Victor n'avait jamais vu. Si je dois traverser l'enfer pour la ramener, je le ferai. Le convoi s'arrêta à environ 200 mètres de l'entrepôt, et Damen fit signe à son équipe de se déployer et d'encercler le bâtiment. L'obscurité de la nuit tardive les dissimulait tandis qu'ils s'approchaient, et Damien pouvait voir de la lumière filtrée à travers les fenêtres condamnées. Il pouvait entendre les gardes discuter à l'extérieur. Il fit signe à Victor et en un instant, les deux gardes furent neutralisés en silence, la gorge tranchée avant même d'avoir pu émettre le moindre son. Le raid commença. Damon enfonça la porte d'entrée d'un coup de pied et se précipita à l'intérieur. L'arme dans sa main rugit lorsqu'il abattit deux hommes de Volkov dans l'entrée. Des coups de feu éclatèrent de toutes parts. Les balles tombèrent comme la pluie, et les hommes de Damon se rouèrent à l'intérieur comme un raz de marée. L'équipe de Volkov riposta avec acharnement. Ils avaient l'avantage de la disposition des lieux et ils étaient préparés. Mais ils ne s'attendaient pas à ce que Damon Castellano mène lui-même l'assaut avec une brutalité qui faisait frémir même les tueurs aguerris. Damon se fraya un chemin vers l'escalier qui menait au sous-sol, tirant sur tous ceux qui se trouvaient sur son chemin. Sans hésitation, sans pitié, le sang éclaboussait les murs, des corps gisaient sur le sol. Mais il ne ralentit pas, ne regarda pas en arrière. Il n'avait qu'un seul objectif en tête. Il enfonça la porte du sous-sol d'un coup de pied et la vit. Amelia était attachée à une chaise en bois, les mains liées. Son visage était marqué de bleu et de sang séché, mais ses yeux verts étaient toujours grands ouverts et fixés sur lui, sous le choc. Et Ivan Volkov se tenait juste derrière elle, une main agrippée à ses cheveux, lui tirant la tête en arrière, l'autre appuyant un pistolet contre sa tempe. « Arrête, Castellano !» cria Ivan, la panique se faisant entendre dans sa voix, la confiance de tout à l'heure ayant disparu. Fais un pas de plus, et elle meurt. Damon s'arrêta, son arme toujours levée, ses yeux gris fixés sur Ivan avec une haine pure. « Lâche-la, dit Damon d'une voix basse et lente. Lâche-la, et je te donnerai une mort rapide. » Ivan rit comme un fou. « Tu crois avoir le dessus? Si tu me tues, cette fille mourra avec moi. » Damon regarda Amelia et elle le regarda en retour, sans aucune crainte dans les yeux. Seulement une confiance absolue, comme si elle savait qu'il la sauverait, quel qu'en soit le prix. Et c'était tout ce dont Damien avait besoin. Il tira, non pas sur Ivan, mais sur la main qui tenait le pistolet. La balle déchirant le poignet d'Ivan, lui arrachant un cri tandis que l'arme tombait sur le sol. Et avant qu'Ivan n'ait pu réagir, Damon traversa la pièce, le plaqua sur le béton et appuya le canon contre son front. « Tu as osé la toucher ?» grogna Damon, le visage déformé par la rage. « Tu l'as fait saigner. Ceci est pour ma fille. » siffla Ivan entre ses dents serrées. « Tu as ruiné sa vie. Ta fille a ruiné sa propre vie lorsqu'elle a empoisonné son enfant, » dit Damien froidement. « Et toi, tu as ruiné ta vie à l'instant où tu as posé tes mains sur ma femme. » Le dernier coup de feu retentit, et Ivan Volkov resta immobile sur le sol en béton froid, une balle entre les sourcils. Damon se leva, alla vers Amelia et coupa les cordes qui lui liaient les poignets, les mains tremblant légèrement lorsqu'il toucha sa peau meurtrie. « Je suis désolé, » murmura-t-il, la voix étranglée. « Je suis arrivé trop tard. » Amelia le regarda, ses lèvres gonflées esquissant un petit sourire. « Tu es venu, » dit-elle d'une voix chaleureuse. « C'est la seule chose qui compte. » Amelia se réveilla dans une luxueuse chambre d'hôpital. La lumière de l'après-midi filtrait à travers les rideaux de la fenêtre et la première chose qu'elle remarqua fut la douleur qui envahissait son corps, des ecchymoses sur son visage aux endroits où ses côtes avaient noirci sous les coups de poing des hommes de Volkov. Elle essaya de reconstituer ce qui s'était passé. Le sauvetage, les coups de feu, Damien la portant hors de ce sous-sol baigné de sang, puis son corps s'effondrant dans ses bras sur le chemin de l'hôpital. Lorsque ses yeux s'habituèrent à la lumière, elle vit Damien assis sur la chaise à côté de son lit, toujours vêtu de son costume noir, désormais froissé et taché de sang séché, la barbe hirsute, les yeux gris cernés par la fatigue, la regardant avec une émotion qu'elle ne pouvait nommer. « Tu es réveillé, » dit-il d'une voix qui semblait n'avoir pas dormi depuis des jours. « Tu as dormi près de 24 heures.
Le médecin a dit que tu étais épuisé et que tu avais besoin de repos. Amelia essaya de s'asseoir, mais la douleur la força à se recoucher, et Damon se leva aussitôt, la soutenant doucement et l'installant contre les oreillers avec une délicatesse qu'elle ne lui avait jamais vue auparavant. « Mason, demanda-t-elle d'une voix rauque, comment va Mason? » « Il va bien, répondit Damon. Maria s'occupe de lui à la maison. Il te manque. Il n'arrête pas de demander où est le docteur Milia. » Amelia parvint à esquisser un petit sourire, même si ses lèvres lui faisaient encore mal. Puis elle regarda Damien avec inquiétude. « Et toi? Tu es blessé? » « C'est descendre. Je vais bien, répondit Damien en s'asseyant sur le bord de son lit plutôt que sur la chaise. J'ai l'habitude de ce genre de choses, mais toi, tu as failli mourir à cause de moi, à cause de mes ennemis. Et cela m'a fait comprendre quelque chose. Amelia le regarda, son cœur s'emballant malgré elle. Comprendre quoi? Damon resta silencieux un instant, comme s'il cherchait les mots justes. Puis il croisa son regard avec une sincérité qu'elle n'avait jamais vue chez le plus puissant chef mafieux de la ville. « J'ai vécu 36 ans, dit-il d'une voix basse et lente. J'ai tué des gens, j'ai bâti un empire sur le sang et les larmes d'autres personnes. Je me suis marié pour former une alliance, pas par amour. Je pensais savoir qui j'étais. Je pensais savoir ce que je voulais jusqu'à ce que tu apparaisses. » Il leva la main et toucha doucement sa joue meurtrie avec une tendresse qui lui donna l'impression qu'elle était la chose la plus précieuse au monde. « Tu es la seule personne qui n'a pas peur de moi. La seule personne qui ose me regarder dans les yeux et dire la vérité. La seule personne qui me voit non pas comme Damon Castellano, le parrain de la mafia, mais comme un homme seul qui essaie de protéger son fils. Tu m'as changé, Amelia, et je t'aime pour cela. » Des larmes montèrent aux yeux d'Amelia avant qu'elle ne puisse les retenir. Non pas à cause de la douleur, mais à cause des mots qu'il venait de prononcer. Des mots qu'elle n'aurait jamais cru entendre de la bouche de quelqu'un, surtout pas de quelqu'un comme Damien. « Tu ne sais rien de moi, dit-elle d'une voix tremblante. Tu ne sais pas à quel point je suis endetté. Tu ne sais pas que j'ai une sœur qui se meurt lentement d'un cancer et que je n'ai pas les moyens de la sauver. Tu ne sais pas à quel point je suis brisé. »« Je sais, dit Damien, et Amelia le regarda, stupéfaite. « Je sais tout, poursuivit-il. Dès le premier jour où tu es entré dans ma maison, j'ai demandé à quelqu'un de se renseigner sur toi. Je sais que tu as 250 000 $ de dette. Je sais pour Lily. Je sais pour l'opération que tu ne pouvais pas te permettre. Pourquoi tu ne m'as rien dit? » demanda Amelia, les larmes coulant sur ses joues. « Parce que j'attendais que tu me laisses t'aider, » répondit Damon. « Mais tu es trop têtu. Tu es trop habitué à tout porter seul que tu ne sais pas comment laisser quelqu'un partager ce poids avec toi. Alors, j'ai décidé pour toi. » Il sortit une enveloppe de sa veste et la plaça dans sa main. « Ta dette étudiante a été entièrement remboursée. Et Lily a subi sa greffe de moelle osseuse il y a 3 jours à Mount C. L'opération a été un succès. Elle se remet très bien et elle demande de toi tous les jours. » Amelia fixa l'enveloppe dans sa main, puis leva les yeux vers Damien et elle craqua. Ce n'étaient pas des larmes silencieuses, mais des sanglots comme ceux d'un enfant qui avait trop longtemps retenu ses émotions et qui pouvait enfin se laisser aller. « Pourquoi? » demanda-t-elle entre deux sanglots. « Pourquoi avez-vous fait tout cela pour moi? »« Parce que vous le méritez, » répondit Damon en la serrant doucement dans ses bras. « Parce que vous m'avez donné plus que quiconque. Vous m'avez donné mon fils. Vous m'avez donné de l'espoir. Tu m'as donné une raison de devenir meilleur. Et maintenant, je veux passer le reste de ma vie à te rendre l'appareil, si tu me le permets. » Amelia pleura dans les bras de Damien, sentant la chaleur et la stabilité de sa présence autour d'elle. Et pour la première fois de sa vie, elle eut le sentiment d'avoir sa place quelque part, d'appartenir à quelqu'un. 1 an plus tard, le manoir Castellano avait complètement changé. Ce n'était plus la forteresse froide et sombre qu'elle était le premier jour où Amelia y avait mis les pieds, mais un lieu rempli des rires d'un petit garçon de 18 mois qui trottinait partout, avec ses joues potelées et roses et ses yeux gris brillants. Mason Castellano s'était complètement rétabli, sans aucune trace des mois pendant lesquels il avait été empoisonné. C'était un enfant en bonne santé, plein d'énergie, qui aimait Amelia de tout son petit cœur. Chaque matin, quand Amelia entrait dans sa chambre, Mason levait les 2 bras pour qu'elle le prenne dans ses bras et criait « Maman ». Et son cœur fondait. Il ne savait pas qu'elle n'était pas sa mère biologique. Et pour Amelia,
Cela n'avait aucune importance, car l'amour n'a pas besoin d'un lien du sang pour être réel. Lily s'était complètement remise après sa grève de moelle osseuse. La jeune femme de 22 ans vivait désormais avec eux dans le manoir. Elle étudiait les sciences infirmières dans une université prestigieuse, Damon prenant en charge tous les frais de scolarité. Et chaque jour, elle jouait avec Mason comme s'ils étaient de vrais frères et sœurs. Amelia travaillait toujours à l'hôpital de Brooklyn. Elle avait refusé l'offre de Damon de créer sa propre clinique privée, car elle savait que les enfants pauvres de Brooklyn avaient plus que quiconque besoin d'elle. Mais désormais, l'hôpital était équipé des appareils médicaux les plus modernes grâce à un don de la Fondation Mason. Damian avait créé une fondation dédiée au soutien des patients pédiatriques et des mères souffrant de dépression postpartum. Damon avait beaucoup changé au cours de l'année écoulée. Il était toujours Damian Castellano, avec tout son pouvoir, dirigeant toujours son empire d'une main de fer, mais il avait confié la plupart des opérations clandestines à Victor et se concentrait beaucoup plus sur les activités légales. Il rentrait tous les soirs pour dîner avec Amelia et Mason, lire des histoires à son fils avant de le coucher et apprendre à devenir l'homme qu'Amelia méritait. Natasha était soignée dans un établissement psychiatrique et faisait des progrès encourageants. Les médecins se disaient qu'elle avait commencé à reconnaître et à accepter ce qu'elle avait fait. Dame lui avait permis de rendre visite à Mason une fois par mois, sous stricte surveillance, non pas parce qu'il lui avait pardonné, mais parce qu'il estimait que Mason avait le droit de connaître sa mère biologique lorsqu'il serait en âge de comprendre. C'était un soir d'automne, alors que les feuilles du jardin du manoir prenaient des teintes dorées et orangées, que Damon conduisit Amelia dans la chambre de Mason, l'endroit où ils s'étaient rencontrés pour la première fois plus d'1 an auparavant, l'endroit où elle avait vu un bébé fragile à l'article de la mort et où elle avait décidé de tout faire pour le sauver. Mason dormait profondément dans son berceau, les petites lèvres légèrement entr'ouvertes, la poitrine se soulevant et s'abaissant à un rythme régulier, en bonne santé et paisible, comme tous les enfants devraient l'être. Damon se tourna vers Amelia, ses yeux gris réchauffés par la douce lumière, puis s'agenouilla devant elle. Amelia ouvrit la bouche pour parler, mais Damon avait déjà sorti une petite boîte en velours noir et soulevé le couvercle pour révéler une bague en diamant qui scintillait à l'intérieur. « Vous avez sauvé mon fils, dit Damian d'une voix basse et pleine d'émotion. Vous m'avez sauvé aussi. Vous m'avez appris que le pouvoir ne signifie rien sans l'amour. L'argent ne peut acheter la paix, et même les âmes les plus sombres méritent la rédemption si elles sont prêtes à changer. Maintenant, laissez-moi passer le reste de ma vie à vous aimer, à vous protéger et à construire une vraie famille avec vous. Amelia Harper, veux-tu m'épouser? » Amelia regarda l'homme agenouillé devant elle, l'homme que toute la ville craignait. Et pourtant, il la regardait maintenant avec des yeux pleins d'espoir et d'inquiétude, comme un garçon attendant la réponse à la question la plus importante de sa vie. Elle jeta un coup d'œil à Mason, qui dormait dans son berceau, l'enfant qu'elle avait sauvé et qu'elle aimait désormais comme le sien. Puis elle regarda Damien et lui sourit à travers ses larmes de joie. « Je n'ai pas besoin que tu me protèges, dit-elle doucement. Je n'ai pas besoin que tu me donnes de l'argent ou du pouvoir. J'ai juste besoin que tu m'aimes vraiment. Et si tu peux me promettre cela, alors oui, je serai ta femme. » Damon se leva, glissa la bague au doigt d'Amelia et la serra dans ses bras tandis que Mason continuait à dormir dans son berceau, ignorant qu'il allait bientôt avoir une nouvelle mère. Une mère qui avait autrefois risqué sa vie pour le sauver. Parfois, les anges gardiens n'arrivent pas avec des ailes blanches et une auréole lumineuse. Ils arrivent avec un stéthoscope usé, des cernes sous les yeux à cause de nuits blanches et un cœur courageux qui n'abandonne jamais. Et parfois, même les patrons les plus puissants, les hommes devant lesquels tremble tout le monde souterrain, peuvent trouver la rédemption dans l'amour d'une pauvre docteure de Brooklyn. Une femme qui voit la personne réelle derrière la carapace froide et impitoyable. Cette histoire nous enseigne que l'argent et le pouvoir ne peuvent acheter le véritable amour. Que parfois, ceux qui nous guérissent ne sont pas des spécialistes coûteux, mais simplement ceux qui osent regarder au-delà des apparences. Que tout le monde peut changer s'il rencontre la bonne personne et est prêt à ouvrir son cœur. Et que l'amour a le pouvoir de guérir toutes les blessures, aussi profondes soient-elles. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime », à partager cette vidéo avec vos proches et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires touchantes chaque jour. Nous aimerions vraiment savoir ce que cette histoire vous a inspiré.
Vous a-t-elle rappelé quelque chose de votre propre vie? Avez-vous déjà rencontré quelqu'un comme Amelia? Quelqu'un qui a défendu ce qui était juste même face au danger? Ou avez-vous déjà vu quelqu'un changer grâce à l'amour comme Damien? Laissez un commentaire et partagez ce que vous ressentez du plus profond de votre cœur. Nous lisons et apprécions chaque ligne que vous écrivez. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette histoire. Nous vous souhaitons, à vous et à votre famille, de la force et une vie pleine de joie et de paix chaque jour. À bientôt dans la prochaine vidéo.